c'est toujours un peu compliqué d'intervenir le dernier. C'est aussi compliqué d'intervenir sur un phénomène lié au vote, lié à l'élection, qui dépend non pas des réactions d'une personne ou d'un petit groupe de personnes, mais des attitudes de la très grande masse de la population qui participent aux phénomènes électoraux, vote-élection. Les formes pratiques que prennent les élections ne sont jamais purement techniques, et ces formes ont souvent des conséquences majeures à long terme. Elles structurent la vie politique. Inutile d'insister ici sur les conséquences des élections législatives britanniques à un seul tour, ou sur celles du vote indirect par délégué dans les élections présidentielles américaines, ou sur celles du vote français à 2 tours. On vient de les pratiquer assez longuement pour pouvoir en parler chacun. Mais ce que je voulais dire pour commencer, c'est que les décisions initiales prises sur ce type de formalité n'ont souvent leurs conséquences qu'à très long terme, et que les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées sur le moment, évidemment, sont différentes. C'est ça qui en fait des objets historiques et non pas des vérités éternelles. Dans le cadre du vote et de l'élection pendant l'époque révolutionnaire, l'élection tout particulièrement a des formes spécifiques sur lesquelles je voudrais revenir maintenant, et singulièrement sur le fait que la forme électorale la plus fréquente au début de la Révolution, c'est le vote à 3 tours. Le vote à 3 tours qui est adopté dès les décisions de décembre 89 pour les élections municipales à venir, et qui va durer essentiellement jusqu'à octobre 1792. Donc toute la première partie de la Révolution se fait en utilisant cette modalité particulière qui est le vote à 3 tours. Sur le vote à 3 tours et le passage donc au vote à 2 tours, qui paraissent comme ça une simplification, il faut dire que nous avions eu, lorsque nous avons fait le guide de recherche sur le vote et les élections, une attitude plutôt curieuse. La collectivité de ceux qui ont travaillé sur ce guide, on a reproduit les textes, mais on n'a pas donné beaucoup d'explications. Je suis revenu sur le volume. On avait visiblement entre nous une petite tension sur la façon dont nous concevions ce passage du vote à 3 tours au vote à 2 tours, et de ce qu'il avait pu signifier pour ceux qui l'ont initié et pour ceux qui l'ont pratiqué. Ce n'est pas nécessairement le même point de vue. Or, le vote à 3 tours a fonctionné pendant un nombre de sessions électorales considérables, pendant toutes les années 90, 91, 92, à plein pot, et il a été largement pratiqué. Le sens d'époque se fait dans un cadre où ce sur quoi il y a consensus, c'est un régime représentatif. Il y a une unanimité à l'Assemblée nationale pour considérer que l'intervention du peuple proprement dit dans les élections se fait au niveau primaire, et qu'à partir de là, il y a une série de paliers de délégations qui aboutissent à la représentation et au gouvernement des plus compétents. Ce principe souffre des exceptions qui ne se résorbent pas. Pourquoi ? Parce que les Français ont pris l'habitude, du moins ont eu l'occasion, pour être précis, de se réunir et non seulement d'élire, mais aussi de choisir des textes, de voter, d'amender des textes, d'adopter des cahiers de doléances en 89. Ça a pu être pour eux une expérience décevante, une entrée en politique difficile, mais ça a été une expérience fondatrice parce qu'ils n'ont pas perdu de sitôt le goût et l'habitude d'adopter des textes, d'adopter des motions, et de le faire non seulement par le biais de la pétition, mais aussi par les assemblées électorales, les assemblées primaires, les assemblées communales, et ils l'ont fait en très grande quantité. Cet aspect, cette habitude prise, ce goût pour, se renforce par le cadre juridique dans lequel s'exerce l'activité électorale, à savoir qu'il n'y a pas à l'époque de propositions sérieuses, ou du moins qui connaissent un vrai écho, de voter autrement qu'en assemblée de citoyens. Les citoyens, parfois les citoyennes, sont présents. Ils doivent être présents pendant toute la session, pendant toute l'assemblée générale, pour employer un terme moderne, et le vote et l'élection sont un geste collectif. Ce qui fait que dans la tenue des assemblées locales en question, il y a assez naturellement un enchaînement entre le fait d'être réunis et le fait de discuter de qui a le droit d'être là et qui n'aurait pas le droit d'être là. Et ces questions d'admission dans les assemblées des citoyens réintroduisent presque automatiquement d'autres discussions politiques et sociales, puisque on discute
des conditions pour exercer la citoyenneté active, et que pour exercer la citoyenneté active, l'Assemblée a fixé une des fameuses normes qui a été fixée, c'est le fait de payer un impôt direct de la valeur de 3 journées de travail. Quand on donne, au niveau d'une assemblée primaire, par exemple, la valeur fixée pour la journée de travail, il n'est pas toujours certain que tout le monde dans la salle va être d'accord avec la valeur en question. Et d'autant plus que cette valeur donne un indice sur la prospérité de la collectivité et un indice sur le niveau d'impôt qu'elle peut supporter. Donc on imagine bien qu'à partir de ces contraintes, les citoyens interviennent fortement, ou du moins ils peuvent intervenir fortement, et c'est un objet de tension constante. Deuxièmement, cette discussion sur les conditions dans lesquelles on peut accéder à l'exercice du droit de vote, à la qualité de citoyen actif, ne s'arrête pas. Même lorsque sont prises des précautions pour sanctuariser la valeur en question, la discussion renaît constamment à cause des oppositions sociales, politiques qui se forment. On pourrait entrer là dans des détails et montrer que dès le début 90, des groupes sociaux constitués interviennent dans les assemblées primaires et font valoir leur point de vue, défendent leurs intérêts, etc., dans ces assemblées de citoyens. Ce qui fait que la discussion qui est ainsi lancée sur le fonctionnement réel des élections révolutionnaires, il faut toujours garder en mémoire qu'il s'agit d'élections de vote tenues par les citoyens en assemblée, avec leurs voisins, avec leurs amis et leurs ennemis, avec des gens qui les connaissent très bien, qui sont dans le même quartier ou dans le même village. Et que cette possibilité de tenir ces assemblées est la clé de l'existence politique de la communauté nationale. C'est-à-dire, si on ne peut pas se tenir dans la même salle sans sortir les sabots et les bâtons, eh bien, cette souveraineté populaire, cette forme de souveraineté, cette fraction de souveraineté populaire qui devient inexistante. Le souverain se dissout. Et c'est dans ce cadre qu'on pratique ce vote à 3 tours. Ce vote à 3 tours qui nous paraît particulier quand nous essayons d'explorer la façon dont il fonctionne. Il découle certainement de pratiques qui datent de l'Ancien Régime. Il découle certainement de pratiques d'origine ecclésiastique qui ont été conservées dans un certain nombre de cadres territoriaux qui sont plus nécessairement ceux des municipalités, mais qui peuvent être celles des communautés rurales, et en particulier du fonctionnement juridique de ces communautés quand elles se constituent en sujet de droit, quand elles posent des revendications, commencent des procès, contestent des rentes, contestent des propriétés communes ou des choses comme ça. Fondamentalement, le régime qui existe à cette époque, c'est un régime, je disais, d'origine ecclésiastique, dans lequel on pourrait utiliser la formule classique, celui qui se porte candidat à une fonction publique montre par là même qu'il en est indigne. C'est très réellement présent, cette idée, dans le fonctionnement, disons, des chapitres, des couvents, des monastères. Et il y a cette idée que la candidature, c'est un mal. La candidature, c'est quelque chose qui relève de la brigue, qui relève de la volonté d'accaparer le pouvoir. Au contraire, le vote à 3 tours est conçu pour que se dégage spontanément de la foule des citoyens rassemblés ce qui devrait être le choix dont ils connaissent tous dans leur fort intérieur qui est digne d'être élu. Et c'est pourquoi ce vote se fait à 3 tours. Il n'y a pas de candidature. Et au premier tour, à la limite, chacun peut voter pour lui-même. Et ça doit arriver. Et le deuxième tour est mené dans les mêmes conditions, sauf que l'existence de ce deuxième tour est une invitation à resserrer les votes de façon à obtenir un vote majoritaire, au moins au deuxième tour. Mais si on ne passe pas au deuxième tour, alors on peut avoir recours au troisième tour, et là, on a quelque chose qui resserre la discipline. Ce sont les deux premiers, les deux meilleurs placés du deuxième tour qui sont confrontés, et à ce moment-là, on les appelle des candidats, parce que la procédure a permis de dégager des vraies candidatures, et le terme est admis au troisième tour. On pourrait dire que
c'est un modèle miniature, une amorce de ce que sera l'élection à 2 tours que nous connaissons. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que d'abord, évidemment, les procédures préalables sont beaucoup plus complexes que de nos jours, les procédures de candidature. Et ça n'est pas tout à fait vrai non plus parce que là où ces procédés ont été utilisés le plus longuement, je pense aux assemblées électorales qui élisent les administrations des départements et des districts et qui élisent aussi les députés, assez rapidement, cette méthode de vote a permis de dégager une méthode que tout le monde a pratiquée lorsqu'il a travaillé sur les notices des conventionnels, par exemple, et aussi des législateurs. Le vote tel qu'il est pratiqué à ce moment-là permet de reclasser les bénéficiaires des votes selon un triple critère. Parce que une fois qu'on est élu, on n'est pas élu ou pas. On est élu avec un certain classement. On vote successivement pour des députés, mais le premier député élu peut l'avoir été au 3e tour. Et il peut l'avoir été au 3e tour avec un chiffre minable. Et ceux qui lui envoient ce message savent ce qu'ils font. Et ainsi de suite. Vous pouvez être élu dernier en rang, le dernier des députés de votre département, et en même temps l'être au premier tour avec une majorité écrasante. Et cette façon de classer et donc d'envoyer des messages aux notables qui composent ces assemblées ou aux militants qui essayent de s'y introduire, c'est une façon de faire de la politique. Et tout semble indiquer, progressivement, entre 90 et 92, que c'est une méthode qui acquiert de la continuité, parce qu'on la retrouve de département en département. Et les plus informels des procès-verbaux de ces élections permettent néanmoins de récupérer à peu près ces classements, parce que ceux qui rédigent ces procès-verbaux, même informels, tiennent à ce que ce soit connu. Premier député, premier tour, deuxième tour. Donc, il y a tout un fonctionnement. Et évidemment, je ne parle pas là de l'ensemble des autres rites sociaux, de l'ensemble des autres comportements dans la collectivité qui se manifestent dans les votes. Dès 90, il y a une sociabilité, présence de notables, réception de délégations, messe solennelle, parade de la garde nationale, et toutes sortes d'autres choses qui se déroulent et qui font qu'il y a là une sociabilité de comices, une sociabilité d'élite notabilière qui aura tout un prolongement dans ce genre de comices au XIXe siècle et dont je pense qu'on pourrait le faire correspondre à ce qui arrive avec les élections sénatoriales de la Ve République. Mais je glisse. En tout cas, il y a une vraie stabilité de ce système. Et encore à l'été 92, quand il s'agit d'élire la Convention, ça fonctionne à plein. Y compris dans les endroits où on introduit le vote à haute voix, par exemple, sur proposition des Jacobins, de la presse jacobine qui a proposé d'élire à haute voix. Il y a adoption de ce système partout, enfin partout dans beaucoup d'endroits. Mais les caractéristiques du classement, la façon de faire et les réponses qui sont données, les messages envoyés, ça continue pas imperturbablement parce que, dans un exemple que j'ai regardé de près dans le Gers, effectivement, autant en 91 dans le Gers, l'Assemblée électorale, dans 7 cas sur 9, doit aller au 3e tour. En 92, avec un vote public, on ne va au 3e tour que dans un cas pour les 9 députés, parce qu'effectivement, le vote a été simplifié. Mais les caractéristiques antérieures persistent. Donc, on a affaire à un système qui s'accoutume, semble bien fonctionner, et qui, curieusement, est abandonné en octobre 1792, juste après l'élection de la Convention. Et je ne voudrais pas trop déborder des limites chronologiques qui ont été fixées, mais quelque chose se passe en octobre 92 qui fait que, en un tout petit article en annexe d'une loi qui porte sur autre chose, on passe à un vote à 2 tours. Et en passant à ce vote à 2 tours, on est curieusement on arrive dans un domaine où il y a très très peu d'écrits sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Autant on a des procès-verbaux électoraux avant, autant on en a quelques-uns après.
autant la discussion qui a eu lieu sur cette décision, qui a eu lieu, parce qu'il y a un décalage chronologique, on voit bien, ça se passe dès la réunion de la Convention, puisque ça découle du fait qu'au lendemain des élections à la Convention, il y a eu dans toute une série de départements des assemblées primaires, surtout des assemblées électorales, qui ont renouvelé les administrations des districts, des départements, qui ont renouvelé les juges, qui ont renouvelé les directeurs des postes, etc. Et que lorsque la Convention se réunit, elle doit tout de suite trancher de savoir si on va étendre cette procédure, et donc si on va valider et donc étendre cette procédure au département où ça n'a pas eu lieu. Et ça se passe dès le 22 septembre. Il y a 3 interventions majeures, celle de Danton, celle de Goupillot, je crois, oui, Goupillot, et surtout tous les deux portent la parole de Tom Paine. Tom Paine est mis en avant à ce moment-là parce qu'il est un peu considéré comme un spécialiste de droit constitutionnel, et tous les 3 insistent lourdement sur le fait que oui, on peut renouveler les administrations, on peut renouveler les juges, tout va très bien, à condition de le faire dans les mêmes termes et selon les mêmes formes juridiques qui avaient été celles employées précédemment. On est dans le même système, on attend que le comité de constitution nous présente la future constitution, ce sera celle de 93, et donc en attendant, on pratique les mêmes méthodes. Et c'est dans cette loi qui convoque les assemblées pour novembre que pourtant on introduit le changement de mode de vote, le passage au vote à 2 tours. Donc on a là une décision un peu contradictoire, un peu étrange, et sur laquelle je ne pourrais, dans le temps qui m'est imparti, que donner quelques pistes de travail. Bien sûr, ça permet de gagner du temps. Bien sûr, peut-être. Est-ce que l'avantage de gagner du temps compense le changement de méthode? Pas sûr. Mais c'est surtout par rapport à un autre phénomène qu'il faut réfléchir, je pense. C'est-à-dire que lorsqu'ont été réunies les assemblées primaires et les assemblées électorales de l'été 92, qui ont eu à débattre du mandat qui était donné à la Convention, le mandat sur le régime, le mandat sur la monarchie, le mandat sur le roi, sur le fait de créer une nouvelle constitution, ces assemblées sont devenues nettement délibérantes. Ça se voit bien dans les PV, nombreux évidemment, complets, des assemblées électorales. Ça se voit moins bien parce qu'on a moins de PV des assemblées primaires, mais de fait, ces assemblées sont devenues délibérantes. Ce qui fait que on peut se demander quel est l'objectif du passage aux 2 tours. Et une des réponses qu'on peut se donner, c'est qu'il y a l'idée qu'il faut laisser, alors les 2 idées complémentaires, pas nécessairement contradictoires, de laisser du temps dans les assemblées qui vont se tenir en novembre 1792, de laisser du temps à la délibération, qu'elle puisse se terminer de façon harmonieuse, que ça ne se termine pas avec des abandons, des départs, une crise de fin de session, des choses comme ça, ou bien faire que, positivement, ce soit réellement quelque chose qui favorise la suite des délibérations dont on attend une contrepartie, en quelque sorte, plus stabilisée par rapport aux assemblées de l'été 92, assemblées de l'été 92, dont je rappelle qu'elles n'ont pas seulement abouti à la création à la formation de la Convention, mais aussi à l'expression dans les assemblées électorales des départements de revendications très marquées qui vont hanter la Convention pendant les mois suivants, en particulier autour des différentes formes du maximum général, maximum des prix, maximum des fermes, j'en passe et des meilleurs, et qui ont réellement ébranlé la confiance que la Convention, quand elle se réunit, pouvait avoir. Et donc il y a cette idée peut-être de donner un peu d'air aux assemblées électorales de novembre 92 pour que ça se passe bien. Les différentes nuances que je viens de marquer peuvent ne pas avoir été contradictoires. On sait bien que les majorités à la Convention peuvent être extrêmement composites, qu'il peut y avoir des dessins assez différents qui se retrouvent dans des votes de circonstances. Et il faut penser que cette évolution a son prolongement dans ce qui va être ensuite le déroulement des décisions successives. Parce que au moment où elle prend cette décision, le 19 octobre 1792, la Convention repousse pour la première fois un vote qui tendrait à ce qu'elle soumette
aux assemblées primaires la fondation de la République. Elle se comporte, la Convention, bien comme une représentante. Comme une représentation, elle est bien sûre qu'elle doit elle-même gérer le sort du roi, le sort de la monarchie, et elle n'admet comme idée de soumettre aux assemblées primaires que la Constitution quand elle sera rédigée. Donc elle est très ferme sur cette position. Mais dans le même temps, et je n'insiste pas, elle fait, dans l'hiver 92-93, une série d'essais et d'improvisations sur la façon d'étendre les droits de vote direct des citoyens à des décisions de tout genre et de tout type, sur des questions militaires, sur des questions politiques. Il y a toute une série de décisions qui sortent du cadre d'un vote délégataire, qui sont des décisions à prendre directement par les citoyens. On pourrait les citer, je n'ai pas le temps. Et qui plus est, le vote à 2 tours réapparaît dès la rédaction de la Constitution de 93, le 24 juin, connecté avec la continuation des 2 formes de vote populaire direct que sont d'un côté le vote électif des députés. Vous savez que c'est l'introduction du principe d'élection directe par circonscription, création d'un système de type vote d'arrondissement, et en même temps un système complet de vote sur l'acceptation des décrets, leur transformation en loi, et donc la sanction populaire sur les votes. Et donc, il y a à ce moment-là disjonction, et on pourrait discuter très longuement de ce que signifie cette disjonction dans la pensée de ceux qui l'ont élaborée et mise en œuvre. Tout ça ne sera pas adopté, tout ça disparaîtra provisoirement pendant le gouvernement révolutionnaire, sera de nouveau en débat au moment de la Constitution de 95, qui, pour l'essentiel, revient à un vote, comment dirais-je, plus restreint, qui diminue le droit de vote et qui réintroduit le vote indirect dans la plupart presque toutes les élections. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce petit moment où le vote à 2 tours et l'élection législative directe se connectent dans la Constitution de 93, va avoir un itinéraire lui-même. C'est encore notre système. Et c'est celui qui apparaît à ce moment-là comme une réponse du collectif qu'est la Convention à une situation exceptionnelle de guerre, d'invasion, de guerre civile. Il trouve ces 2 outils-là, et nous avons très très peu d'informations sur la façon dont ils l'ont discuté. Les sources sont pour le moment lacunaires, et c'est intéressant de réfléchir à la façon dont je conclue là-dessus, dont le vote à 3 tours a constitué la matrice, la façon dont on suscite, ou dont on laisse se susciter des candidatures, et le moment où on considère qu'il n'y a plus besoin de faire ça, important, le moment où il n'y a pas eu de vote difficile sur cette décision de passer au vote à 2 tours, mais ça correspond aussi à une façon de se positionner dans l'avenir en essayant de maîtriser le rapport entre l'Assemblée électorale, enfin l'Assemblée des citoyens primaire électorale, où ils adoptent, enfin où ils votent les élisent, pardon, je vais y arriver quand même, où ils élisent les représentants, les futurs législateurs, et la façon dont ils ménagent aussi une place au vote délibératoire, le vote d'acceptation des lois, le vote d'acceptation de tel et tel texte et motion. Et les 2 phénomènes restent mis en parallèle dans la Constitution de 93.